Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Vous nous suivez dans le cadre de notre émission débat sur le thème présidentielle ivoirienne contesté, rôle et influence des Nations Unies dans la garantie d'un scrutin inclusif et apaisé. Nous allons avoir un échange avec des acteurs politiques, des militants de partis politiques, principalement du RHDP. Et nous avons pour le RHDP Monsieur Oussou Kwame Rémy, docteur Oussou Kwame Rémy, qui représente le RHDP pour le compte du PDCI RDI. Nous avons Monsieur Marcelin Kofi, il est militant du parti. Et nous allons avoir un observateur indépendant qui est Monsieur Bli Marius. Il est acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme. Bonsoir Marcelin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir au docteur Oussou. Bonsoir David, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir Marius. Bonsoir à tous. Alors, la première question, selon vous, pourquoi le scrutin présidentiel à venir en Côte d'Ivoire est-il qualifié de contesté? Vous remercie encore pour m'avoir associé à ce débat ou bien à cette thématique-là. Déjà, quand on parle de contestation, tout dépend de quel côté on se trouve. Hein? Parce que moi, par rapport à la posture que j'adopte et que je défends, moi, je ne vois pas qu'il y ait contestation. S'il y a contestation, certainement, c'est de l'autre côté. Donc, si on parle, ceux qui estiment qu'il y a contestation et que les règles ne sont pas respectées, comme on dit d'habitude, moi, je pense qu'ils n'ont qu'à trouver des arguments pour le démontrer. Parce que on est dans un débat, on est dans un processus démocratique où tout le monde peut s'exprimer et dire tout ce qu'il veut. Donc, moi, je voudrais qu'on m'apporte des arguments qui démontrent effectivement que ce scrutin-là sera contesté et qu'il ne sera pas transparent parce que c'est l'argumentaire qu'on tient d'habitude. Merci. Alors, Marcelin, certainement, tu n'es pas d'accord avec le docteur. Et tout à fait. Vous conviendrez avec moi que pour le scrutin de 2020, et encore, on répare 5 ans en arrière, il n'y a pas eu la venue d'un quelconque émissaire des Nations Unies. Et contrairement à ces deux scrutins-là, pour celui de 2025, il y a eu une première venue des Nations Unies représentée par le représentant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, et qui revient encore une seconde fois, ce qui laisse entendre qu'il y a pas mal de choses qui s'y passent. Alors, docteur, pour vous qui pensez qu'il n'y a pas péril dans la demeure, quelle lecture faites-vous quand même de la situation actuelle avec les exclusions, le climat politique, le rôle de la CEI, tout ceci? Je n'ai pas, je n'ai pas nécessairement, oui, je n'ai pas nécessairement dit que tout va bien. Les gens se plaignent. Oui, les gens émettent des contestations. Les gens font appel à l'ONU. Justement, donc l'ONU vient constater la situation de visu sur le terrain, en fait. Sinon, on sait qu'il y a des candidats qui ont été exclus, mais ce n'est pas quelqu'un qui les a exclus, c'est la loi qui les a exclus. C'est ça le problème, en fait. Donc, autant on qualifie le président Alassane Ouattara de faire du forcing en prétendant à un 4e mandat, c'est la même chose de l'autre côté. On veut faire du forcing, on veut marcher sur les lois. Les choses sont là, c'est écrit. Et d'ailleurs, même, il y a plusieurs journaux qui ont titré ça aujourd'hui. Le secrétaire ou le représentant du secrétaire général, qu'est-ce qu'il peut faire? Les Nations Unies peuvent faire quoi? Et moi, j'ai regardé un titre, enfin, j'ai lu un titre aujourd'hui. Ils disent, on peut tout contester, mais c'est en respectant les lois en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. C'est pour dire que je ne vais pas me mettre dans votre affaire parce que votre affaire n'est pas claire. Ce que vous contestez là, ce n'est pas clair. Moi, je ne peux pas soutenir ça. C'est ça. On veut faire du forcing partout et on accuse quelqu'un de vouloir faire du forcing aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ça pour dire telle personne ne peut pas se présenter à une élection.
C'est des lois, c'est des textes qui ont été écrits et ça a été voté par tout le monde. Marcelin, vous qui êtes de l'opposition, qu'est-ce que vous reprochez effectivement à ce scrutin qui va se dérouler, sauf cas de force majeure, le 25 octobre prochain? Ça devrait donc signifier que vous avez dit que cette élection est sous tension et qu'elle est contestée, et mon co-débatteur a dit non, elle n'est pas contestée. Il revient encore pour dire non, voilà, il y a des problèmes. Donc, en fait, il se dédie lui-même. Il a dit qu'elle n'est pas contestée et après, il vient dire encore qu'on dit que M. Ouattara fait du forcing. Si elle n'est pas contestée, pourquoi est-ce qu'on dit M. Ouattara fait du forcing? On dit que M. Ouattara fait du forcing. Non, mais vous voyez, non, mais quand vous parlez, je ne vous ai pas écouté. Non, 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 non. Quand vous parlez, je ne vous ai pas écouté. Quand vous parlez, je vous ai laissé parler. Nous sommes des gens bien. Écoutons-nous, ça va faire avancer le débat. Oui, mais ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Donc, oui, mon co-débatteur a dit que l'élection n'est pas contestée. Alors, monsieur le journaliste, si l'élection n'est pas contestée, pourquoi est-ce qu'on affirme qu'un candidat fait donc du forcing? Ce n'est pas moi qui ai utilisé ces termes. C'est mon co-débatteur lui-même qui a dit on dit que M. Ouattara fait du forcing tout simplement parce qu'il ne respecte pas la loi. Donc, s'il y a des gens qui disent que M. Ouattara fait du forcing, c'est qu'il y a une contestation. Donc, il admet effectivement que la question que vous avez posée est avérée. Voilà. Donc, il y a effectivement une contestation. Maintenant, nous, on va se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y a une contestation? Effectivement, il y a une contestation parce que les lois que nous sommes fixées ne sont pas respectées. Monsieur le journaliste, savez-vous que la Constitution dit que la Cour constitutionnelle donne la liste des candidats 15 jours avant les élections du le premier tour du scrutin? Est-ce que vous le savez? Mais l'article 56 du Code électoral sur lequel s'est basée Mme Chantal Nanaba dit 45 jours. Je vous pose donc la question. Est-ce qu'un policier peut aller faire le travail d'un gendarme? Ou un gendarme peut-il faire le travail d'un policier dans une situation normale d'un pays normal? Est-ce que cela est-il possible? Est-ce que vous pouvez aller faire le travail donc d'un photographe, vous journaliste? Répondez-moi, monsieur. Voilà, parce que vos tâches sont bien déclinées par le code de déontologie de votre fonction. Et donc, Mme Nanaba ne peut pas aller prononcer la liste des candidats 45 jours avant, là où elle qui est présidente de la Cour constitutionnelle, Cour qui légifère dans la Constitution, qui dit 15 jours. Il y a problème. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que il y a un cafouillage et il y a un non-respect des lois. C'est pourquoi nous contestons. Maintenant, quand on va avancer dans le débat, on va rentrer donc en profondeur. Donc, sur ce point déjà, il y a une confusion totale parce que le code électoral ne peut pas donner donc une autre date et puis maintenant, la Constitution va donner une autre date et puis le représentant de la Constitution va aller se baser sur ce que le code électoral dit. Non. Sachant bien que M. Kubier a dit que lorsque c'est comme ça, c'est la loi qui est au-dessus qui prend le dessus. Entre le code électoral et puis la loi, la Constitution, quelle est la loi qui est au-dessus? Vous avez donc la réponse. Alors, Marius, vous en tant qu'observateur indépendant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le climat politique actuel? Sommes-nous dans une crise préélectorale, oui ou non? La Côte d'Ivoire ne traverse aucune crise préélectorale. Déjà, il faut qu'on situe les choses dans leur contexte. Dans ce pays, actuellement, il y a ce qu'on appelle les élections présidentielles qui sont en cours, qui sont organisées par nos institutions. Et comme les élections présidentielles sont en vue, chacun use de la stratégie dont il possède pour chercher à accéder au pouvoir. Le son un peu désagréable de ton côté, Marius. On va te donner la possibilité de pouvoir bien te placer parce qu'on entend des enfants et c'est pas très intéressant. Voilà, donc on va retourner
au docteur Oussou, qui veut certainement réagir sur ce qu'a dit son co-débatteur Marcelin. Docteur? Je pense que toute élection présidentielle en Afrique a toujours été entourée de mystères, de contestations. Non, lui, il a fait quoi? Lui, il a fait ça. Même si on laissait tout le monde aller aux élections, que les gens perdaient, les gens allaient trouver tous des arguments. Oh, on m'a volé. Et c'est toujours la même rengaine, en fait. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut que, s'il y a des choses qui sont, enfin, qu'on ne peut pas maîtriser, il faut qu'on avoue qu'on ne peut pas maîtriser. Il ne faudrait pas tout le temps accuser l'autre pour dire non, c'est l'autre qui a fait ça, c'est parce que l'autre a fait ça que je n'ai pas pu faire ça, etc. On est tout le temps dans ce déni-là, en train de délirer, de prendre je dirais, de croire qu'on est persécuté, etc., etc. Mais alors que ça, si c'est cette personne qui gagne, là, ils vont croire que ça a été démocratique. Ça a toujours été comme ça. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait une crise majeure. Les gens peuvent contester. On est en démocratie, en fait. C'est ce qu'on doit comprendre. On est en démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais l'essentiel, il ne faut pas insulter les gens, il ne faut pas se montrer désagréable. Moi, je pense que c'est le plus important. Sinon, on va faire ces élections-là, on les fera et adviendra ce qui pourra. Merci. Ok, d'accord. Nous retrouvons Marius, voilà, qui était en train de répondre tout à l'heure à la question de savoir si oui ou non nous sommes dans une crise préélectorale. Ce que je disais, c'est qu'il y a dans ce pays des élections présidentielles qui sont en vue. Et chaque candidat à l'élection présidentielle utilise les moyens dont il dispose de façon légale pour accéder au pouvoir. Il revient donc à chacun des candidats de se conformer aux normes qui existent. Et ce qui est vrai déjà, c'est que nous avons, depuis un certain moment, la dernière liste, pour ne pas dire la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle qui a été proclamée. Et depuis lors, certains candidats ne sont plus sur la liste et ils ne peuvent pas parler de ces élections présidentielles, mais ils veulent se faire entendre autrement. Donc, ils utilisent les moyens qui sont légalement à leur possession. Je me rappelle que le PPACI a cherché à informer l'autorité par voie des différentes préfectures de leur mouvement en vue ou de leur déception par rapport à la situation. Je me rappelle également qu'ils ont, avant même la proclamation de la liste, cherché à rencontrer comme on appelle, ils ont appelé à l'ONU pour que l'ONU vienne en cours. L'ONU a rappelé, je crois, en août, le 21 août, si je ne me trompe pas, le 21 août 2025, l'ONU a demandé à ce que les droits civiques soient respectés. Le 20 août exactement 2025, l'ONU a demandé à ce que les droits civiques soient respectés. Mais après ça, on est obligé, parce que nous sommes un État, de nous conformer aux normes de notre État. Et l'État dit, depuis le mois de septembre, il a été clairement donné la liste définitive des candidats. Ce qui reste à faire, c'est deux choses. La première chose, se conformer aux normes de l'État et dire effectivement que nous sommes démocrates. La deuxième chose, c'est de faire ce que la Côte d'Ivoire a l'habitude de faire à chaque fois qu'un candidat est refusé de la liste. Faire boycotter les élections, perturber le scrutin, et puis on va encore enregistrer le nombre de morts. Bon, ça, on appelle à la responsabilité des différents candidats. Mais je voulais revenir sur un fait. La loi, elle est claire. La Constitution dit 15 jours avant le vote. Et effectivement, le code électoral parle de 45 jours avant le scrutin. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est juste de baliser un intervalle. Ça, c'est enseigné de façon basique en première année de droit. C'est juste de baliser l'intervalle, de dire que la Cour constitutionnelle a une période de entre 15 jours et 45 jours pour se prononcer. Voilà. Mais c'est vrai. Et ça, c'est la responsabilité des élus de faire en sorte que ces lois-là soient clairement dites. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu dire clairement entre 15 et 45 jours. Mais là,
il faut se rendre à l'Assemblée nationale, faire des propositions pour que les choses soient clairement éditées. Et même l'observation, moi j'ai dit, j'ai causé avec plusieurs responsables de partis politiques, je leur ai dit, quand on vous dit que le Conseil constitutionnel doit évaluer comme on appelle, les parrainages, bon, allez-y encore à l'Assemblée nationale et faites de nouvelles propositions. Parce que c'est sûr que le Conseil constitutionnel n'a pas tout le temps de contrôler tout ça à la fois. Parce que le seul moyen qu'il utilise de contrôle, c'est ce que la CEI lui donne. Et si c'est différent, pourquoi pas le premier contrôle à la réception? Bon, tout ça, c'est des études, mais ça, c'est à l'Assemblée nationale qu'on évalue tout ça. Pour le moment, on regarde bien les candidats. Le climat apaisé plaît à tout le monde et on pense que ces candidats seront sages et responsables. Il y aura une belle campagne, on espère. Et tous ceux qui n'ont pas été retenus reviendront prochainement comme des candidats au bac qui échouent et qui reviennent l'année suivante pour s'armer et obtenir le bac. Ils reviendront certainement équipés d'une nouvelle stratégie démocratique et peut-être ravir la place qu'on appelle de la présidence. Voilà ce qu'on voulait dire. D'accord. Alors, nous allons nous tourner vers le représentant du PDCI-RDA sur notre plateau ici, Marcelin Kofi. Pour le plus vieux parti, quelles sont vos principales inquiétudes concernant la transparence du processus électoral en cours? Je voudrais donc, je vais dire, corriger quelque chose que monsieur le représentant de la société civile a eu à dire. Le texte ne dit pas ce qu'il dit. Voilà. La constitution ivoirienne est la norme au-dessus de toutes les normes. La nouvelle constitution, son article 127, dit ceci. Le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que c'est Madame Nanaba qui est venue dire tel est éligible, tel n'est pas éligible et non M. Cubière. Je poursuis la lecture. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle 15 jours avant le premier tour du scrutin. Après que la commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures. Le texte est clair. Monsieur le journaliste, est-ce que quand la CEI a reçu donc les différentes candidatures, elle n'a pas publié une liste provisoire? Si. Est-ce qu'elle n'a pas transmis les dossiers à la Cour constitutionnelle? Si. Est-ce que la Cour constitutionnelle n'avait pas, je vais dire, l'obligation d'étudier ces candidatures? Si, pour en définir laquelle était donc éligible pour la candidature présidentielle. Mais le texte nous dit que ce travail-là doit être délibéré 15 jours avant. Ce n'est pas un intervalle de 15 et 45 jours, jamais de la vie. Et donc, sur ce cas-là, il y a vice de procédure. Alors, si déjà, ici, on a vice de procédure, ça veut dire que le jeu ne sera pas transparent. Je vais vous dire quelque chose. Vous, monsieur le journaliste, quand vous partez donc au supermarché ou à la pharmacie, vous partez avec de l'argent pour acheter un article. Vous arrivez pour acheter l'article et le vendeur vous dit qu'il n'y a pas l'article. Est-ce vous le responsable ou le vendeur le responsable du manque de l'article? Est-ce que c'est vous ou c'est le responsable, le vendeur? Répondez-moi. C'est le vendeur qui est responsable. Parce que le vendeur, lui, il commercialise son article et toi, tu en as besoin. Donc, lui, ce qui lui revient de droit, c'est de faire en sorte que son stock ne puisse pas manquer. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui en ont besoin et il offre donc un service. C'est pour ça que tous les jours, la CIE vous fournit l'électricité parce que la CIE fournit l'électricité et en contrepartie, vous payez. Donc, vous avez besoin de l'électricité. La CIE ne peut pas dire que non, moi j'ai fourni l'électricité hier, que je ne suis pas obligé de fournir aujourd'hui parce qu'il y a mes agents qui sont là, qui sont pas partis faire les trucs. En ce moment, ce n'est pas vous qui êtes
irresponsable, mais c'est la CEI qui est irresponsable. Donc, c'est la CEI qui a à remettre en cause. Et si la CEI le fait ainsi dans un pays normal, dans une situation normale, vous pouvez poursuivre la CEI. Il dit la CEI encore. La CEI. Il en a de même pour la commission électorale indépendante. Pourquoi la commission électorale indépendante? Dans le code qui régit son fonctionnement, à son article 6, stipule que la révision est annuelle et qu'un budget est voté pour que cette révision soit faite. Pour que les Ivoiriens qui, en 2000, ont voté le référendum pour instituer cette institution, puissent s'inscrire sur la liste pour aller voter et que le représentant ou le président de cette institution s'y oppose. Pourquoi? Est-ce que vous, là, si vous êtes en infraction, vous pouvez vous opposer à ce que la loi vous, je vais dire, vous prescrit comme condamnation? Non, vous ne pouvez pas. La loi, c'est la loi. Qui que vous soyez, la loi, c'est la loi. Donc, on ne peut pas venir nous dire que des gens ont été écartés pour le respect de la loi. Et puis, il nous dit que non, il y a la loi qui dit quelque chose, mais on ne peut pas le respecter. Ça fait donc de la non-transparence. Donc, il y a ici une volonté manifeste de ne pas rendre cette élection transparente et crédible. Parce que quand vous êtes voté, élu par un suffrage élevé, vous êtes plus légitime que vous êtes élu par un suffrage minoritaire. Comment on fait pour qu'il y ait un suffrage élevé? On fait en sorte que le maximum de personnes puissent participer à l'élection. Cela sous-entend que le maximum de personnes se soient inscrites sur la liste qui permet à ces personnes de voter. On te donne l'argent et tu dis que tu ne fais pas le travail. Pourtant, la loi t'oblige à le faire. Pourquoi est-ce qu'on dit que certains aujourd'hui tombent sous le coup des lois du code pénal, sous prétexte qu'ils font appel à l'insurrection et tout? C'est parce que cela est dit dans le code pénal. Donc, on respecte. Mais le même type, le code électoral d'ici, et le président ne le fait pas, et on applaudit ça. On a dit que passons à autre chose. On ne peut pas passer à autre chose. Il y a une injustice. On ne peut pas passer à autre chose. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire passe à autre chose quand elle constate que des gens sont en infraction? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est passé à autre chose quand M. Gbagbo est sorti donc de la haie? Non, elle l'a jugé parce qu'elle estimait que M. Gbagbo avait braqué des banques selon elle. Maintenant, pourquoi la loi nous dit que moi, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai le droit de m'inscrire et puis on me refuse de m'inscrire et puis moi, je dois passer à autre chose sous prétexte que non, il faut qu'il laisse tomber. Pour quelle raison? Mais je vais manifester mon droit le plus absolu parce que ceux qui sont là, qui travaillent, ne travaillent pas pour eux, mais ils travaillent pour moi, c'est moi qui les paye. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fonctionne avec l'argent d'Alassane Ouattara? Non. Est-ce que la CEI fonctionne avec l'argent d'Alassane Ouattara? Non. La CEI fonctionne avec l'argent du contribuable ivoirien. Le président de la République est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Madame Nanaba est payée avec l'argent du contribuable ivoirien. Donc, l'Ivoirien Namda est libre de s'exprimer et d'exprimer son mécontentement s'il estime que son argent qu'il paye ne sert pas à faire le travail pour lequel il est censé bénéficier. D'où le mécontentement d'une certaine partie de la population qui est légitime au vu de tout ce que je viens de vous énumérer. On ne peut pas vouloir aller à une élection et puis sélectionner des lois et puis refuser d'autres. Non. Alors, pour le RHDP au pouvoir, docteur Oussou, que répondez-vous à toutes ces accusations qui viennent contre vous, qui font état de ce que vous et votre parti étaient dans une dynamique de verrouillage des élections?
En fait, c'est le terme verrouillé là qui me fait, ça me fait un peu rire quand même. Moi, je pense que monsieur Marcelin a dit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec l'opposition, hein, confondue. Moi, j'ai dit que cette alliance qui a été mise en place là, c'est juste pour faire un chapelet de revendications. J'ai l'impression que on ne dit pas le vrai problème qui se passe en fait. On fait un peu comme du coq à l'âne. Aujourd'hui, s'il y a un fait, on s'accroche à ça. Demain, s'il y a un autre fait, on s'accroche à ça. Finalement, on dit on doit lutter contre le 4e mandat. Mais alors que le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que Gbagbo et Thiam veulent forcément être sur la liste électorale. Ça, c'est le vrai problème. Mais ils ne le posent pas. Ah non, on va contre le 4e mandat, on va contre... On a l'impression que les revendications, on n'en finira jamais, jamais, jamais avec. Il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. On veut quoi? On veut qu'on nous inscrive. On dit que ce n'est pas possible. Alors, on s'accroche à autre chose. C'est un peu ça. Et ça gêne. Moi-même, ça me gêne. Sincèrement, ça me gêne. On dit quelque chose aujourd'hui, demain on vient dire autre chose, après demain c'est toute autre chose, et on est là, on papillonne, on va de revendication en revendication, alors que le vrai problème c'est ça. On ne pourra pas... J'ai une petite question. Oui. Le président Ouattara, au Forum de la Réconciliation nationale, oui. a reconnu oui. qu'il est allé aux oui. États-Unis avec un passeport burkinabé. Or, on ne peut avoir un passeport d'un pays que si on est citoyen de ce pays. Alors, est-ce que vous avez connaissance de ce que M. Ouattara aurait renoncé à sa nationalité burkinabé? Je crois bien. Oui, puisqu'il a eu un passeport ivoirien finalement. C'est ce qui s'est passé. Et avec Thiam, au moment où on lui rétrocédait, ou on lui donnait on lui délivrait ce papier, la révision était déjà finie. Donc vous voyez, il est ivoirien, oui, il a démontré effectivement qu'il est ivoirien puisqu'il a renoncé à l'autre nationalité. Mais malheureusement, la révision, la RLE était déjà finie. C'est ça le problème en fait. Sinon, il est ivoirien, mais on lui dit que cette fois-ci, il ne pourra pas être sur cette liste de 2025. Peut-être que plus tard, il pourra le faire. Et là, l'opposition exige qu'on fasse encore une révision la même année. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est pour empêcher le président Thiam d'être candidat que la CEI a refusé de faire la RLE 2025? Mais cette année, on n'a pas fait une RLE? Non, il n'y a pas eu de RLE. Si on a révisé la liste dernièrement, je crois que c'est autour de juin, non? Oui. C'est autour de quand? Autour de quel mois? Novembre de l'année dernière. Novembre de l'année dernière? Ok. Mais il a été, enfin, il est sorti que une fois qu'il a pu avoir sa nationalité, on ne pourrait plus le réinscrire sur la liste. Pour cette année, en tout cas, on ne pourra pas. Voilà. Et ça, si on veut vraiment quitter le terrain juridique ou bien judiciaire, c'est dans les politiques, on ne négocie pas comme ça. Vous voulez négocier avec quelqu'un que vous insultez tout le temps, vous dites non, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme... Mais vous croyez que même si vous-même vous avez ce pouvoir et qu'on vous fait ça, vous n'allez jamais lâcher prise. Vous allez vous cramponner à la loi. Oui, c'est la loi, la loi. La loi, c'est la loi. Quand on veut négocier, on ne parle pas comme ça. Donc, moi, c'est mon avis. Merci. On va toucher le point qui concerne les Nations Unies. Je rappelle que l'ONU a entamé des consultations. Selon vous, leur présence est-elle une garantie de neutralité ou une ingérence? Parce qu'on sait quand même que dans le passé, leur position a été souvent contestée à tort ou à raison. Alors, comment est-ce que vous voyez cette médiation des Nations Unies? Oui. Alors, je constate que vous voyez que mon co-débatteur n'est pas en phase donc avec l'actualité et c'est très, très grave. Il dit qu'il croit que M. Ouattara a renoncé à sa nationalité. Là où M. Ouattara clame qu'il n'a jamais eu la nationalité burkinabé. Donc, vous voyez qu'il y a problème. Il ne sait même pas si la RLE n'a pas eu lieu. Et en fait, c'est ça que nous dénonçons. Il y a une forme de manipulation pour les esprits faibles.
Donc, ils ont manipulé les gens au point où les gens ont mis quelque chose dans leur tête. Et les esprits futés, aujourd'hui, on essaie par tous les moyens donc de les museler par la répression, par tout ce que vous voyez. On ne peut pas dire qu'on a retiré quelqu'un de la liste électorale parce que la personne avait la nationalité française ou une nationalité étrangère. Monsieur Patrick Hachi, il avait la nationalité française. Il était sur la liste électorale. On ne l'a pas retiré. Le fils de Gbagbo, il a la nationalité française. On ne l'a pas retiré. Et donc, on ne peut pas venir retirer Thiam parce qu'il a la nationalité française. Est-ce que quand on retirait Thiam, Thiam n'avait pas un certificat de nationalité? Est-ce que Thiam n'avait pas un passeport? C'est lui-même qui a dit que M. Ouattara, il a un passeport, donc ça veut dire qu'il est devenu ivoirien. Non, si Thiam a un passeport, il a un certificat de nationalité, ça veut dire qu'il est ivoirien. Et dans nos tests ici, quelqu'un qui a un certificat de nationalité, il est ivoirien. Maintenant, pour casser ce certificat de nationalité-là, c'est le procureur de la République qui s'en charge. Ce n'est pas un juge du contentieux. Et donc, quand vous ne connaissez pas les sujets, très souvent, ne vous prononcez pas là-dessus. Mieux vaut dire que ça, je ne maîtrise pas. Ce n'est pas mauvais. La révision de la liste électorale a eu lieu en 2024. Et dans le décret qui a autorisé la révision, il est bien marqué révision 2024. Lorsque Cubier est allé devant l'Assemblée, il a dit on va faire la révision en 2024. Quand il y aura, si on sent qu'il y a l'engouement, on va faire la révision en 2025. Et le budget a été voté. Mais ça n'a pas été fait. Par contre, les années antérieures, les révisions ont été faites. Donc, on regarde et on constate ici qu'il y a une volonté manifeste d'écarter certaines personnes du processus électoral, ce qui n'est pas normal parce que tout le monde a droit à participer à cette élection, votant comme candidat. Et chaque année, il n'y a jamais une révision qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire où personne ne s'est inscrit sur la liste électorale. Peu importe ce qu'on va dire, il y a au moins des personnes qui s'inscrivent chaque année. Au moins. Mais en 2025, par hasard, on ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que si on le fait, Thiam sera candidat. Parce qu'on dit que si Thiam est candidat, si Thiam est sur la liste électorale, ça lui donne l'autorisation d'être candidat. Là où les gens ignorent le test, or, quand il prend la Constitution ne dit pas que pour être candidat, il faut être sur la liste électorale. Il faut jouir de ses droits civils et politiques. C'est tout ce que la Constitution dit. Mais le code électoral nous dit que si toi tu es inscrit sur le code électoral, alors tu peux être candidat. Mais on ne dit pas que seules les personnes inscrites sur la liste électorale peuvent être candidats. Bon, ok, donc du coup, en fait, je tombe dedans. Le sujet des Nations Unies, c'est très intéressant. Vous savez, l'historique des Nations Unies, c'est très important de le rappeler. En 2010, il y avait donc les forces de maintien de la paix qui étaient installées donc à Abidjan, au niveau donc d'Abobo et surtout au niveau donc des Bimpe, Andala et Bimpe. Ils étaient là parce qu'il y avait une crise. Et dans la résolution de cette crise, ce sont les Nations Unies qui, effectivement, devaient certifier donc les résultats qu'on avait obtenus. Malgré le fait que la Constitution, par le président de la Cour constitutionnelle, a annoncé M. Gbagbo gagnant, puisque la communauté nationale, dont l'ONU, n'ont pas reconnu cela, ça n'a pas eu lieu. C'est M. Ouattara qui avait été reconnu. Et il a fallu Yonggi Choi pour que cela soit fait. Donc, l'ONU a un droit de regard sur la politique de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que M. Thiam a interpellé la communauté internationale pour dire que vous avez soutenu des gens, vous les avez mis là, sous prétexte que leurs droits avaient été bafoués. Donc, une ingérence particulière. C'est pour ça aujourd'hui, l'ONU a ce droit de regard, a ce devoir de réparer les erreurs. Parce que l'ONU a fait un courrier, figurez-vous, pour dire mettez le nom donc de Thiam, mettez le nom de Gbagbo. Mais les gens ne veulent pas le faire. Mais s'ils s'obstinent à ne pas le faire, mais ce qui avait été fait, parce que c'est ça, en fait, nous sommes de plein fouet dans le sujet, il y aura forcément une crise plus grave, parce que c'est comme ça que la crise de 2010 a commencé. Au départ, on disait, M. Gbagbo dit, il ne veut pas, il dit, il ne veut pas, il dit, il ne veut pas. Il comptait sur quoi? L'armée. Aujourd'hui, M. Ouattara compte sur quoi? Il compte sur l'armée. Mais cette armée-là, elle ne peut pas face au peuple, parce qu'elle ne peut pas massacrer tout le peuple si le peuple demain se soulève, comme cela a eu lieu au Népal. Non. Mais là, si les gens se soulèvent,
et qu'on on les assassine, ça sera crime contre l'humanité. Et qui sera arrêté? C'est le président de la République. Ce n'est pas autre personne, c'est ni le général de l'armée, c'est le président de la République qui va aller répondre devant la communauté internationale, à savoir l'ONU ou la CPI. Donc, c'est pour cela que l'ONU vient en tant que pompier pour essayer donc d'éteindre le petit feu qui essaie de s'allumer là. Mais si les gens s'obstinent à ne pas écouter, forcément, on va aller droit dans le mur. Parce que le peuple ne va pas se laisser faire. Ça, les gens doivent en être sûrs et certains. Les gens ne vont pas laisser le 4e mandat là. Même s'il y a élection, 4e mandat là, M. Ouattara ne va pas faire. C'est pour ça que l'ONU est en train de sillonner pour interpeller les gens sur un éventuel report. C'est d'ailleurs pour ça que M. Ouattara a refusé d'aller aux Nations Unies. Parce qu'il sait qu'en allant aux Nations Unies, il n'aurait pas bonne presse. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas bonne presse à l'international. Je m'arrête là. Docteur Oussou, comment voyez-vous cette médiation des Nations Unies? Merci beaucoup. Je pense que je crois que les Nations Unies, ça fait 2 fois que le représentant spécial du secrétaire général arrive en Côte d'Ivoire. Et à ce que j'ai pu lire dans les journaux, c'est qu'il a croisé un peu tout le monde. Il a croisé un peu tout le monde pour prendre un peu le pouls de la situation. Mais bon, moi je pense que ce que les Nations Unies peuvent faire, c'est d'exhorter tout le monde à la paix, surtout au respect des lois. Parce que on a l'impression que c'est pas les gens veulent pas, ils veulent plus jouer sur le terrain juridique, mais ils veulent transférer ça dans le domaine de la politique. Ça veut dire les émotions. Si on ne fait pas, tel va pas faire ça, vous voyez les menaces, ce que Augustin vient de dire là. Où il dit le Ouattara ne va jamais faire le 4e mandat. Est-ce que c'est des choses qu'on dit? Est-ce que c'est des choses qu'on dit, même si on est en démocratie? Ça, ce n'est pas des choses qu'on dit. Et demain, quand ils vont vous arrêter, c'est pour dire non, on m'a arrêté. C'est ça. Donc, moi, à ce que je sais, les Nations Unies, ils peuvent émettre une résolution, mais ça ne sera jamais contraignant parce qu'aux Nations Unies, chaque État a un vote, a une voix, comme tout le monde. À moins que le Conseil de sécurité s'implique. Or, ça, c'est des choses qui arrivent partout. C'est tel dit, surtout que c'est des choses qui sont légitimes. C'est des choses qui sont basées sur la loi. On n'a pas pris quelqu'un, on n'a pas mis quelqu'un en prison pour dire non, tu ne peux pas voter parce que tu as fait ça, tu as fait ça. C'est des choses qui sont arrivées bien avant cette date du 25 octobre que nous visons tous. Donc, moi, je pense que là, tout ce que les Nations Unies peuvent faire, c'est de faire de la médiation, c'est tout. Les Nations Unies ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire à la Côte d'Ivoire. Tout le monde a le même vote là-bas. L'Assemblée générale, tout le monde figure dedans, tout le monde a un vote. Donc, ce que le monsieur est venu faire, c'est juste la médiation parce qu'on lui a fait appel. Actuellement, Thiam se trouve aux États-Unis parce qu'ils ont dit qu'il est en train de faire du lobby. Tout ça, c'est juste pour ça. Donc, certainement, ils ont dû dire, bon, allons, envoyons quelqu'un pour aller voir ce qui se passe effectivement sur le terrain. Il est venu voir, il est reparti. Une chose majeure, tout au plus ce qu'il a dit, c'est il a dit à tout le monde de s'accorder pour qu'il y ait des élections apaisées. Et ça, c'est ce même discours que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, nous tenons. Il y a même des gens qui sont de la société civile qui sont en train de faire des caravanes partout pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est le même discours. Donc, moi, je pense que tout ça, je ne veux narguer personne. Ce n'est pas mon attitude. Mais pour une fois, respectons ce qui doit être respecté. Merci. Vous permettez, moi, je vais poser une question. Je vais poser une question à monsieur le docteur. Docteur, pourquoi est-ce qu'en 2010, là, on n'a pas respecté ce que la Cour constitutionnelle a dit? Oui, justement parce que, oui, je vais y répondre. En 2010, je n'étais pas là, j'étais en Centrafrique, même aux Nations Unies, justement. En 2010, les Nations Unies ont eu le dernier mot parce que c'est nous qui leur avons donné ces droits-là. Non, je ne parle pas de... Il dit pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle a parlé et puis on n'a pas respecté ça? C'est ce que moi j'ai dit, je n'ai pas parlé des Nations Unies. Oui, mais justement, on avait mis les Nations Unies au-dessus de la Cour constitutionnelle. On s'en est complètement remis à la communauté internationale. Oui, sinon, si on ne s'était pas mis
aux mains de la communauté internationale, les Nations Unies ne pourraient jamais intervenir dans notre élection. C'est parce que nous avons dit que c'est les Nations Unies qui allaient avoir le dernier mot, la certification. C'est pourquoi c'est ce que Choi a dit que les gens ont reconnu. Non. Pendant que le Conseil constitutionnel programmait. Bon, ok, merci pour votre réponse. Merci pour votre réponse. Alors, on va se tourner vers notre expert Marius Bly. Comment est-ce que tu vois cette démarche de l'ONU? En quoi est-ce que les Nations Unies pourront aider véritablement à apaiser ce scrutin et le rendre même inclusif? Ok. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup font rire également. Et puis, bon, vous savez, est-ce que les Ivoiriens peuvent dépassionner le débat politique? Est-ce que les Ivoiriens peuvent accepter de marcher selon les institutions de leur pays? Est-ce qu'on peut faire confiance à nos tests et à nos lois? Quand j'ai fini de m'interroger comme ça, je reviens déjà sur un premier fait. Le premier fait, c'est que quand on dit que le Conseil constitutionnel est juge, quand on dit que le Conseil constitutionnel est juge, est-ce que ça veut dire que quand le Conseil constitutionnel a parlé, on doit apprendre à se soumettre? Et juge du contrôle de l'élection présidentielle. C'est l'expression qui est dit, juge du contrôle de l'élection présidentielle et des élections parlementaires, je crois. Est-ce que ça veut dire que quand le Conseil constitutionnel a parlé, on doit apprendre à se soumettre? Est-ce qu'on est toujours en train de dire, non, hier on va faire ci, hier avant on va faire ça? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du bac. Vous voyez, au bac, quand les résultats sont proclamés, on dit pas non, l'année dernière, il y avait une bonne moyenne, l'année dernière, le professeur a mal enseigné, l'année dernière, les cours ont été mal faits, donc je revendique qu'on me donne mon bac obligatoirement. La seule chose qu'on fait, on retourne dans ses cahiers, on étudie et puis on revient. C'est pourquoi je prends l'exemple du bac. Est-ce que nos hommes politiques, vous voyez au Bénin l'exemple que Yahi Boni donne avec Patrice Talon, il baisse la garde à telle enseigne que le climat est totalement apaisé. Quand on menace un quatrième mandat, depuis quand c'est un quatrième mandat, si on veut respecter les institutions, ce n'est qu'un deuxième mandat. Moi, je reste derrière la loi. Je vous ai déjà dit que tous ceux qui s'attendent à ce que... Oui, je reste toujours attaché à la loi pour moi. Parce que je me dis que si on sort la loi, ce n'est plus la paix. On ne peut plus vivre. Cette constitution-là, cette constitution dont on parle, cette constitution... Monsieur le journaliste, demandez-lui, l'article 6 du code électoral, là, c'est quoi? C'est un brouillon ou bien c'est quoi en fait? Vu qu'il dit, lui, il reste attaché à la loi, là, c'est quoi en fait? Quel article du code électoral? L'article 6 du code électoral, là, c'est quoi? C'est quoi? Vu que tu dis que toi, tu es un homme, tu restes attaché à la loi. Et qu'on doit respecter la loi, les gens ont parlé, c'est ça. Le deuxième, c'est quoi? Ça parle simplement de la révision de la liste électorale. C'est quoi? Mais en quoi est-ce que un article est au-dessus de nos lois? La révision de la liste électorale, je viens, monsieur. Ça dit, ne restez pas dans vos chapelles. Ce code électoral date de quelle année? Il date du moment où le PDCI même était le RDR, dans le RHDP. Ne faites pas comme si c'est quelque chose de nouveau. Hein. Mais pourquoi vous avez trompé l'histoire? Non, je viens rien de la date qu'on appelle. La date exacte d'écriture de ce code-là. Et tu me dis que, comme tu dis que c'est le PDCI, il faut me donner la date exacte et puis tu as situé la position du PDCI pendant l'écriture de ce test. Mais pendant l'écriture de ce test qui a été proposé d'abord à partir de la Constitution de 2016 et qui a été validé par ordonnance numéro 2020, vous étiez en 2016 avec eux. Donc, écoutez, quand on parle, ne manipulez pas les populations, écoutez. Non. Vous avez parlé, vous avez accepté d'écouter. Vous avez accepté d'écouter. Il est en train de... Non, il faut qu'on rectifie ça. Parlez, non, vous écoutez, non. Il est en train de manipuler l'information. Le code électoral a été voté par référendum en 2000. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand vous parlez, on vous écoute. Maintenant, si vous ne voulez pas écouter, on va laisser, le jour où vous êtes disponible à écouter, on va revenir pour le débat. Voilà. Voilà, parce que ça, c'est, voilà.
c'est lui-même qui a utilisé les termes, il a dit que nous sommes responsables. Donc, comme on est responsable, on s'écoute et puis on avance. Voilà. Donc, je disais tranquillement que la révision de la liste électorale, si on veut revenir là-dessus, moi, je ne reviens pas d'abord sur la révision, mais quand même, je vais expliquer un élément. Ça a été proposé en 2025. Le premier responsable de la CEI estime que ce n'est pas possible de faire une révision et puis faire les élections. Il a fait la proposition au gouvernement, le gouvernement a validé. Quiconque n'est pas d'accord, il s'attaque au gouvernement. Parce que moi, je dis, je reste derrière nos institutions ivoiriennes. Nous avons quand même des institutions, il faut apprendre à les respecter, il faut apprendre à suivre. Moi, en 2010, là, j'ai soutenu les institutions. Et puis, ce sont les mêmes institutions-là qui ont donné droit à la CEI par résolution 1975 qu'on appelle à l'ONU, à l'ONU, oui, de faire une certification par la résolution 1975. Ce sont nos institutions. Et j'ai soutenu ça. Je suis d'accord que la certification soit onisée. Et c'est dans ce cadre-là que les élections. On n'est plus en 2010. Il n'y a aucune résolution qui couvre la Côte d'Ivoire. Il faut que les gens comprennent ça et qu'on arrête de manipuler. Et puis, jamais il n'a été dit par l'ONU, comme le mot peut-être, je vais voir le test. Jamais il n'a été dit par l'ONU que Thiam et Gbagbo doivent être sur la liste. Jamais il n'a été dit. On a vu tout ça. Le test, il a été simplement demandé que les droits civils et politiques soient respectés. Mais les droits civils et politiques sont respectés. Quand on demande à quel mot droits civils et politiques sont respectés, mais c'est simplement de manifester, c'est conforme à la Constitution. Hein. À titre de la Constitution, on encourage tout le monde à s'exprimer politiquement. Donc, politiquement, ils ont un parti politique. Ils sont présents dans leurs différents partis politiques. Ils continuent leur meeting, ils continuent leur déclaration avec leur activité. Ils sont dans leur droit civil et politique. Ça, c'est de même pas qu'on essaie de manipuler l'opinion nationale et internationale. Et c'est pourquoi je dis, quand l'ONU vient, la seule chose que l'ONU peut faire, c'est de faire des recommandations. Et ça, les gens doivent comprendre que l'ONU fait des recommandations. Tant que vous n'avez pas demandé à l'ONU de s'ingérer officiellement, l'ONU ne peut pas prendre des résolutions sur votre pays. Comme c'était dans le passé. Aujourd'hui, ce sont des recommandations. Et ces recommandations-là restent des propositions. Le pays prend acte et puis il s'améliore en fonction. Il n'y a aucun problème par cette visite de l'ONU que j'ai trouvé salutaire. L'ONU est passée partout. C'est ceux qui ne sont pas candidats qui disent que l'élection est contestée. Sinon, ceux qui sont candidats, ils ont simplement soutenu la visite de l'ONU et ils ont encouragé. Moi, je me rappelle, Simone Gbagbo, elle a été faible. Elle dit qu'elle ne retire pas sa candidature. Elle ira jusqu'aux élections. Parce que quelqu'un n'est pas candidat. Non, mais c'est pourquoi je reviens encore à mon exemple qui est le seul exemple partout depuis que je mène ces campagnes de sensibilisation. Nous avons été à Korogo. Demain, je vais à Bondoukou. Je parle aux Ivoiriens. Je dis aux Ivoiriens, on était à Bassam le week-end dernier, je dis aux Ivoiriens, allez-y aux élections, ne vous laissez pas perturber. Celui qui veut voter, qu'il aille voter. Celui qui ne veut pas, il reste chez lui. Mais croyez-moi, les candidats qui ont été retenus, vous choisissez parmi ceux-là, celui qui pense, celui qui, selon vous, vous pensez pouvoir vous diriger. N'écoutez pas ceux qui ont échoué, parce qu'ils ont frappé à la porte, ils ont échoué. Ceux qui ont échoué, ne les écoutez pas pour aller parler de crise. On pourra régler leurs problèmes. Et ça, je voulais attirer l'attention de l'opposition. Je l'ai dit sur le plateau, c'est devenu débat. J'ai dit que le PDCI et le PPACI, la démarche qu'ils empruntent actuellement ne va pas les mener aux élections. Bon, certaines personnes ont repris les propos, on m'a trouvé de trop sévère. Aujourd'hui, ils ne sont pas candidats. Ce que je voulais dire encore pour eux, la stratégie pour eux doit évoluer. La stratégie pour ces partis politiques doit évoluer. Ils ne doivent pas rentrer dans la belligérance parce que ces Ivoiriens, quand j'entends souvent dire il n'y aura pas de 4e mandat, on va boycotter, on va faire.
Bon, si vous estimez que c'est cette paix que vous proposez aux Ivoiriens, tant mieux. Sinon, il y a mieux à proposer, selon moi, de s'organiser, aller gagner les élections législatives et puis revenir en tant que force contradictoire, en tant que contre-pouvoir à l'Assemblée nationale pour pouvoir amener le président Ouattara à faire ce qu'il veut faire, ou bien le président qui sera élu à faire ce qu'il veut faire, ou bien à proposer de nouvelles lois pour améliorer le code électoral s'il pense qu'il est touché de défauts, ou encore améliorer la constitution par proposition qu'ils vont trouver. Mais pas non, je suis désolé par cette démarche belliqueuse. Marcelin Kofi. Déjà, je voudrais dire à monsieur Blic d'arrêter de faire preuve, donc, je vais dire, de refus, je vais m'exprimer ici, de la vérité. Parce qu'il se refuse à reconnaître la vérité. Ça, c'est pas bon. Il faut être droit quand on est donc juriste. 1 + 1 égale 2. M. Ouattara a été élu en 2011. De 2011 à 2025, ça fait combien de mandats? Ça fait 3 mandats. Si tu prends 2025 et que tu vas à 2030, ça te fait 4 mandats. Ce qui fait 20 ans. Donc, tu es d'accord avec moi. Il ne peut pas me dire que nous sommes au 2e mandat, c'est impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Ouattara qui a dit à la journaliste que nous n'allons pas modifier ce texte pour faire un 3e mandat, pas parce qu'il fait un 3e mandat. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il vient me dire que c'est moi qui dis que c'est un 3e mandat? Donc, c'est un 3e mandat, il va pour un 4e mandat. Ce qui est anticonstitutionnel parce que la loi ne permet pas à M. Ouattara de briguer un 3e mandat. Et d'ailleurs, il a forcé en faisant un 3e mandat, malgré qu'il ait eu des morts. Je disais ceci, que aux États-Unis, il y a les élections aux États-Unis. Il y a eu Donald Trump face à Kamala Harris. Monsieur le journaliste, est-ce que Donald Trump a nommé Kamala Harris en tant que ministre après l'élection? On parle donc d'une élection. Mais chez nous ici, en 2020, mais ce n'était pas une élection. C'est une élection controversée. C'était un forcing. Donc, on a mis un candidat là. Après, on a nommé ce candidat comme ministre. Aujourd'hui, il est nommé ambassadeur. Pensez-vous que Donald Trump, quand il a perdu les élections en 2020 là, il a été nommé ministre, il est reparti, il est revenu pour reposer sa candidature. Donc, M. Kaka Bettel, un candidat à la présidentielle, il paye une élection, il repart et il revient. Voilà. Madame Lagou, qui aujourd'hui fait partie des candidats là, ça fait combien d'années qu'elle participe aux élections? Donc, on ne peut pas faire une élection avec un candidat, on le nomme comme ministre, et puis vous voulez que moi, citoyen, j'accepte cela, j'applaudisse, je dise que oui, tout fonctionne bien. Non, c'est un arrangement. Donc, il y a un arrangement électoral là, juste pour conserver, prendre en otage le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en Côte d'Ivoire est pris en otage. C'est ça le vrai point. Et donc, on nous laisse nous exprimer, même si en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la liberté d'expression n'existe pas pour l'opposition, mais elle existe pour les militants du RDR, RHDP. Figurez-vous que sur les réseaux sociaux, des gens insultent des personnalités publiques à visage découvert dans des vidéos. Un pasteur reconnu insulte chaque jour des personnes. Mais celui-là n'est pas inquiété. Là où un monsieur qui a juste présenté une pancarte qui disait il fait 10 coups, on l'a foutu dedans. Et donc, ce que nous disons, c'est que en 2025, il y a vice de procédure à tous les niveaux. Notre constitution que nous avons votée en 2016 nous disait ceci. Monsieur Ouattara peut-il être candidat pour un 3e mandat? Non. La nouvelle constitution n'entraîne pas la rupture. On a voté ce oui. Donc, nous, c'est un document qui fait foi. On nous a présenté ce document. C'est ce document, nous nous basons pour dire que nous allons nous opposer fermement par tous les moyens possibles
à la candidature du 4e mandat. Elle ne passera pas, même si on fait donc de la sélection des candidats. Comment pouvez-vous comprendre que Mme Lagou soit capable de recueillir le parrainage sans qu'il y ait des dysfonctionnements, et M. Assalé Tiemoko, qui est député de la nation, qui a pris position plusieurs fois, ne puisse pas l'obtenir? Comment pouvez-vous comprendre que Mme Lagou puisse avoir les parrainages et l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo, ne puisse pas avoir les parrainages? Donc, on est face à une mascarade électorale qui est en préparation, où on choisit ses adversaires pour légitimer un mandat anticonstitutionnel. Et nous, le peuple, nous n'allons pas refuser. Ce n'est pas des discours populistes. Non, ce n'est pas les discours d'un parti politique. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens refusent d'appliquer la loi sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps. Est-ce que vous, quand vous nous avez envoyé le message pour dire qu'on a le truc à 17h, 18h, vous n'avez pas respecté votre engagement? Si, parce que c'était écrit. Donc, on ne peut pas venir nous dire que oui, on est d'accord avec ça parce que nous mangeons. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont d'accord avec ce régime, c'est parce qu'ils mangent sous ce régime. Et ils savent que si ce régime n'est pas là, ils ne pourront pas manger. Parce qu'ils ne pourront pas faire valoir dans leurs compétences dans la nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive, la nouvelle Côte d'Ivoire excellente, où du nord au sud, de l'est à l'ouest, on ne va pas regarder ton bord politique, mais on va regarder ce que tu sais faire, le mérite, pour que tu puisses avoir le travail qui te revient de droit en tant que citoyen. Mais aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qui existe. Donc, c'est ce combat que nous menons. Et toute personne qui s'oppose à ce combat, en réalité, est un ennemi de la nation. Figurez-vous, c'est pas là que je vais chuter. Le 19 septembre 2002, des gens ont pris les armes pour attaquer ce pays en voulant faire un coup d'État qui a échoué, qui s'est transformé en rébellion. Des gens sont morts. Jusque là où je vous parle, les coupables n'ont pas été reconnus. Pire, ceux qui ouvertement ont pris ces armes officient aujourd'hui dans l'armée régulière auprès donc du président de la République. Là où lui-même il avait pris l'engagement solennel devant la nation en 2010, lors du face-à-face face au candidat du LMP, que lui, il ferait tout pour que les coupables soient pas où on est, donc cette promesse. Quand on observe tout ça, surtout que ces gens ont pris les armes pour dire quoi? Je vais chuter par là si vous permettez. Monsieur Chérif Ousmane, sa vidéo existe. Nous avons pris les armes pour que tout le monde puisse être candidat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on empêche des gens d'être candidats? Est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle de 2000 n'était pas une décision d'un juge basée donc sur des faits de droit, comme cela est le cas en 2025? Pourquoi est-ce qu'en 2000, les gens ont pris les armes pour revendiquer une justice et puis en 2025, on interdit les gens de revendiquer avec les mains, même pas avec les armes? Là où hier, on a revendiqué puis ça a porté les fruits. Il faut arrêter la mauvaise foi. La médiocrité a assez perduré. Nous n'allons plus accepter cela. Docteur Oussou? En fait, je ne voudrais pas reprendre certains propos de M. Bli, mais on est à une période vraiment charnière. Donc, chacun utilise les moyens qui sont à sa possession. Hein. Voilà ce que M. Marcelin Thiam vient de dire. C'est des propos très forts. Hein. C'est très, très, très fort. Donc, chacun essaie de faire ce qu'il veut, ou bien ce qu'il peut, pour essayer de mettre un peu peut-être la frousse à l'autre. Moi, chacun essaie d'utiliser les moyens qui sont à sa possession. Hein. Ça veut dire il faut effrayer l'adversaire, il faut effrayer celui qui est en face, quitte à pouvoir assumer ce qu'on fait en fait. Parce que là, on a l'impression qu'on va droit vers un bras de fer qui forcément il aura un perdant. Forcément, il aura un perdant et un gagnant, oui. Parce qu'il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc, si chacun utilise la force, la violence, la belligérance, ça veut dire cette posture-là, je me demande si ça va porter vraiment fruit, en fait. Parce que c'est l'impression que ce qu'on reproche à l'autre, nous-mêmes, on fait, en fait. Donc, ça fait, ça, je ne dirais pas que ça fait peur, mais ça donne à réfléchir, en fait. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment à réfléchir. Parce que pour une Côte d'Ivoire que nous voulons apaiser,
pour une Côte d'Ivoire que nous voulons vraiment prospère, si pour des problèmes de personnes, on va brûler ce pays, moi je pense qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie du tout. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout sur la bonne voie. Ça veut dire ce qu'on reproche à l'autre, nous-mêmes on veut faire pire. Finalement, qu'est-ce qu'on va laisser tous comme héritage? Donc vraiment, moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu une bourse du Rotary pour aller faire 2 ans au Japon. Donc, je suis un peu comme un ambassadeur. Tout ce que je peux dire, c'est de dire à chacun d'avoir raison gardée. Moi, je pense qu'il y a toujours des moyens, il y a toujours des solutions à tout. Comme on dit, le président ne veut pas discuter, mais la discussion, nous sommes tous des hommes, hein, nous sommes tous des hommes, nous réagissons en fonction des émotions. Quel que soit notre niveau intellectuel, nous sommes toujours des êtres émotifs. Comment on peut tenir un discours, par exemple, le président Gbagbo qui dit trop c'est trop, non, toi, tu quittes moi, tu as me dit de ne pas être candidat dans mon propre pays. Ça c'est pas des discours qui pour apaiser, en fait. Ça n'apaise pas du tout. Oui, l'opposition ne se met pas dans la posture de vouloir négocier avec le président en place, en fait. C'est pas comme ça qu'on négocie. On négocie pas comme ça. Parce que il y a toujours un rapport de force, hein. Il y a toujours un rapport de force. Donc, chacun essaie de compter sur ce qui constitue sa force. Donc, on va arriver à un stade où c'est la grosse artillerie que chacun va sortir de son côté et celui qui va gagner gagnera. Donc, mais dans le fond, c'est pas la meilleure attitude. Oui, plus ou moins, parce que quand on entend le discours, par exemple, même le simple, ce que Augustin vient de dire, il a parlé plus de 5 minutes. Il y a rien, bon, qu'il m'excuse, mais il n'y a rien de positif dedans, en fait. Il n'y a rien de positif. Ça veut dire, si quelqu'un est en dehors de la Côte d'Ivoire, qu'il entend quelque chose comme ça, c'est pour dire, en tout cas, je vais me préparer parce que ce qui arrive là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Vous voyez? C'est parce que nous sommes ici, nous connaissons la réalité, nous vivons tout au jour le jour, on sort pour aller faire nos courses, on se dit que non, ça peut ne pas avoir d'influence, mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur, qui va entendre ça, c'est comme si, en fait, ça sent purement la poudre, en fait, pour dire que les gens vont continuer, par exemple, commencer à fuir à la Côte d'Ivoire ou bien à se réfugier dans des coins et tout. Oh, ça, c'est pas bon pour l'image du pays. Ça dit que pour un problème de personne, il faut que tout ce que nous avons acquis jusqu'à maintenant là, il faut que ça chute. Vous voyez? Le problème, c'est que on veut qu'il y ait un coupable, en fait. Et c'est ce qu'on ne dit pas, on veut qu'il y ait un coupable. Par exemple, quand on dit non, on a enlevé mon nom sur la liste électorale. Non, on a enlevé mon nom, le Conseil constitutionnel n'a pas prononcé mon nom. En fait, ce qui se dessine en filigrane là, c'est que les gens vont se dire que le président Alassane Ouattara est derrière tout ça. Et même avant que la présidente de la Cour constitutionnelle ne prononce ne tape son maillet là, des gens disaient oui, les voilà, ils sont inféodés au couple Ouattara. Vous voyez, c'est des choses. On veut forcément trouver un démon quelque part, mais on s'accuse pas de ce que nous-mêmes on a fait. Ça veut dire, on veut piétiner simplement le fait qu'il y a eu des démêlés avec la justice et que c'est le président Ouattara qui a tout manipulé derrière. Il n'y a pas de fautif. S'il y a fautif, c'est ceux-mêmes qui ont été responsables de ce qui leur est arrivé. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Maris. D'accord. Le premier élément que je voulais dire, c'est que, bien qu'il pourrait être d'accord, hein, que le discours politique en Côte d'Ivoire, il est d'un ton, je cherchais son expression, il est d'un ton vraiment difficile, son expression m'échappe, mais il reconnaît, voilà, un ton de violence. Il dit que le discours politique en Côte d'Ivoire est un ton de violence. Donc c'est vrai qu'il y a la violence dans le discours politique en Côte d'Ivoire. Mais bon, les Ivoiriens sont habitués à ce discours politique. Ce sont des menaces juste pour intimider le pouvoir. Mais moi, est-ce que je disais tout à l'heure, il y a deux propositions. Soit oui, j'ai dit le discours politique. Il n'y a pas de. Oui, c'est le discours politique. Le discours politique, il prend en compte les deux. C'est vrai que le discours politique, il est souvent taché de violence, mais bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dès le début de l'émission, je disais
que chaque parti essaie d'utiliser les stratégies. Ce que l'opposition fait, c'est juste pour intimider le pouvoir. Ce que le pouvoir aussi fait, c'est juste pour rappeler à l'opposition que c'est eux qui gouvernent. Mais c'est ça. C'est ça la bonne démarche en démocratie, qui continue comme ça dans les expressions, mais qui reste républicain. Les deux restent républicains. Parce que quand vous allez faire tout ça demain, c'est la même Côte d'Ivoire que chaque parti cherche à diriger. Hein. Donc, que les deux restent républicains. C'est ce qu'on veut leur enseigner ou encore c'est ce qu'on veut recommander à toutes les parties. Sinon, qui dit qu'une gestion comme celle du président Ouattara peut être saine? C'est pas possible. Il y a forcément des éléments, des coquilles qu'on peut retrouver pour faire campagne. Il y a forcément. Et qui dit que le passé était très bon? Le passé aussi n'était pas très bon. Ceux qui ont dirigé ce pays, ils ont aussi des coquilles qu'on peut retrouver, qu'on peut relever. Donc, que les gens aillent pas de campagne. Moi-même, je proposais à un ami PPACI que j'ai rencontré à l'intérieur du pays. Je lui ai dit, mais appelez donc à soutenir Simone Babo. Ça, c'est une stratégie, peut-être. Mais, de toutes les façons, ils ont dit qu'ils se feront entendre pendant la période électorale. On espère qu'ils vont se faire entendre de façon démocratique. On espère qu'ils vont se faire entendre de façon démocratique. Et ça, vivement, nous le recommandons pour eux-mêmes, pour les gens qui sont engagés, surtout l'opposition qui n'a pas été retenue, les gens qui sont engagés par la démocratie qui le font. Parce que, en fin de compte, comme je l'ai dit dans le jeu, c'est ce pays qui cherche à diriger. Et si c'est ce pays qui cherche à diriger, la seule stratégie qu'ils doivent mener doit être en vue de conserver l'intégrité du pays et de sauvegarder la vie, surtout la paix des citoyens de ce pays. Donc, s'il reste... Oui? Non, mais on espère des Nations Unies de continuer qu'on appelle son observation bénévole. Parce que ce que les Nations Unies font, ce ne sont pas des... C'est l'observation que les Nations Unies font. Elles vont juste observer, elles vont faire des propositions, mais ce ne sont pas des décisions, ce ne sont pas des résolutions. Donc, les États ne sont pas obligés à appliquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Contrairement à 2010, par exemple, où c'était des résolutions, parce qu'on avait nous-mêmes demandé à l'ONU de venir régler notre crise qu'on avait. Mais après ça, aujourd'hui, ce qu'on a, ce sont des recommandations, des propositions. Comme vous le disiez, ils invitent, ils ont utilisé le terme, ils invitent qu'on appelle l'État ivoirien A. Bon, c'était une décision. Vous vous rappelez en 2010, la résolution 1975 qui fait partie du président Gbagbo du pouvoir dit nous exigeons. Voilà. Non, nous, on n'espère même pas une résolution. On espère. Non. Ça, je peux vous le dire, David. Moi, j'ai pris position depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. J'avais pris la position depuis 2009, mais je n'avais pas encore les coups de frange pour m'exprimer. Mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ma position, elle est ferme. On doit apprendre à respecter nos institutions. Ça, je le dis et je le répète. Si ça ne marche pas, on doit trouver... qui ne respectent pas la loi. C'est ça, on doit les respecter. Je n'ai pas entendu. Nos institutions qui ne respectent pas la loi, c'est on doit respecter. Oui, mais quand on est là, on marche, on tombe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne marche pas. C'est ça aussi qu'on doit apprendre. C'est pourquoi je dis apprendre à respecter nos institutions. Donc, s'il y a des fautes aujourd'hui... C'est ça que vous savez que toutes les crises que nous avons connues sont dues... Non, je pose une question et puis un truc. Parce qu'ils sont oubliés. Toutes les crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire sont dues au fait donc de la Cour constitutionnelle. Depuis 1995 jusqu'en 2010. Vous le savez au moins. Bon, moi, je sais, par exemple, que depuis 1995 jusqu'en 2010, les crises que nous avons connues en Côte d'Ivoire sont du fait de la volonté des hommes politiques à ne pas respecter les lois qui ont été éditées. Ça, je sais, par exemple. Parce qu'en 1995, quand on dit qu'un n'est pas candidat, il y a un qui dit non, je ne suis pas candidat, je ne suis pas d'accord. En 2000, quand on dit qu'un n'est pas candidat, il dit mais pourquoi moi on m'a enlevé sur la liste? Le PDCI même a dit ça en 2000. Ensuite, depuis nous sommes en Côte d'Ivoire ici, ce sont les hommes politiques qui ne sont pas prêts à dire oui, la loi s'est exprimée, je m'en vais trouver d'autres solutions. Sinon, moi, je n'ai pas vu le Conseil constitutionnel
depuis, ou la Cour suprême, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, venir dire, à partir d'aujourd'hui, battez-vous. Parce que nous, on a choisi lui là. Non. Ils ont toujours dit, conformément à la loi, vu la Constitution, vu. C'est la même Constitution que vous tous vous retrouvez à l'Assemblée nationale pour voter. C'est vous les hommes politiques qui nous fatiguez. Sinon, les institutions là, elles sont là. Les hommes, ils disent le droit. Mais c'est vous les hommes politiques là qui fatiguez. Je dis vous, hein, parce que là, je parle à Marcel en tant que PDCI et puis à M. Oussou en tant que politique. Mais je dis c'est vous les hommes politiques qui fatiguez. Sinon, la Constitution là, elle est là, elle est éditée. Et on la connaît depuis longtemps. Moi, j'ai dit sur le plateau, je dis Thiam, il sait qu'il a une double nationalité. Et qu'il sait qu'il a un conseil qui s'appelle par exemple Maître Blessy, qui sait que Côte d'Ivoire ici, la double nationalité va fatiguer. Pourquoi, depuis longtemps, il n'a pas pris les dispositions? Parce que quand on sait aussi qu'on est dans l'opposition, on sait qu'on doit prendre les dispositions. Mais quand j'ai mis tout ça ensemble, c'est que je retiens. Vous pouvez dire M. Thiam, c'est parce que vous avez dit Thiam. Je ne peux pas accepter que vous dites Thiam. Dites M. Thiam. Non, j'ai dit M. Thiam. Non, vous avez dit Thiam. Non, mais non, j'ai dit M. Thiam. Et puis on peut l'appeler Thiam quand même. Non, vous ne pouvez pas l'appeler Thiam. Ce n'est pas votre camarade. Sinon, je descends parce que c'est la même chose que vous avez fait. Non, mais moi-même, j'ai toujours dit M. Thiam. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai toujours dit M. Thiam. Bon, sinon, ça, c'est pas compliqué. Moi, j'ai toujours appelé les gens monsieur. Hein. Même Marcelin, par exemple, on peut l'appeler Thiam. Lui, ça s'en fiche, Marcelin Thiam. Hein. Donc, quand je dis ça, je dis que il faut savoir qu'on doit être républicain quand on veut être un homme politique. Mais en France, comme on veut parler d'un pays occidentaux, Dominique Strauss-Kahn n'est plus sur la liste. Ça a choqué. Mais la France a continué. Aux États-Unis, il y a un président qui s'appelle Trump qui perd les élections. Le Capitole a failli. Mais après, la démocratie continue. Le même président, il est revenu au pouvoir. Mais c'est ce qu'on vous demande. Apprenons à respecter. Quand le Capitole, quand les résultats ont été exprimés, quand les institutions américaines se sont exprimées, le débat est clos. Le débat est clos. Quand les institutions françaises s'expriment, le débat est clos. Quand les institutions britanniques s'expriment, le débat est clos. Mais c'est en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire parce que c'est ce que j'ai déjà vécu. C'est vrai que pour les autres. Oui, c'est pourquoi je dis on doit apprendre maintenant à marcher en respectant nos pas bons. Il faut qu'on sache que comme c'est nous, on a voté. Là. Si c'est pas bon, on se plie à ça aujourd'hui. Et puis demain, on essaie d'améliorer. Mais on ne déchire pas maintenant. Parce que si on a déchiré maintenant, mais ça veut dire qu'on n'est plus prêt à mettre sur pied. Je vous dis aujourd'hui, hein, moi je dis, celui qui va forcer, et puis il aura une crise. Celui qui aspire à la crise, s'il met une crise et qu'il revient, il n'aura même pas la légalité, mais la simple légitimité en Côte d'Ivoire va poser problème. C'est pourquoi on doit se plier aux institutions qu'on a, on doit se plier à leurs décisions, et puis on va suivre le cours. Mais après, on peut modifier. Moi, j'apprécie l'attitude démocratique d'Assalé Tiemoko. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait, avec la décision du Conseil constitutionnel, mais à la prochaine rentrée parlementaire, lui va faire une proposition de loi. Avant même, parce que la rentrée parlementaire va se faire avant les élections législatives, parce qu'il faut qu'ils mettent fin à leur mandat. Il dit qu'il va faire une proposition de loi avant, de sorte à modifier, comment on appelle, les prérogatives du Conseil constitutionnel. Mais j'apprécie, ça c'est démocratique, parce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais non, le discours qu'on a actuellement n'est pas bon. Et quand l'ONU vient, c'est par rapport à ce discours. Mais quand l'ONU vient aussi, c'est pour inviter tout le monde, c'est le thème qu'elle a utilisé, c'est pour inviter tout le monde à se plier aux institutions, de sorte à ce qu'on demeure un état de droit. C'est le thème aussi qu'ils ont utilisé à la fin. De faire en sorte que nous soyons un état de droit. Nous sommes toujours un état de droit, mais de faire en sorte qu'on demeure un état de droit. C'est dans le texte et c'est en bas du texte. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vais donner la possibilité à chacun de faire des propositions pour éviter une crise. Le président Afin Guessan l'a dit en face de M. Leonardo Simao. Il a dit que
nous sommes en train de partir vers une crise plus grave que celle de 2010-2011. Pour ne pas en arriver à là, certainement vous avez des propositions à faire pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre encore une fois dans le chaos. On va commencer par Marcelin Kofi. Alors, il faudrait donc, en entrée de jeu, que M. Ouattara ait la sagesse de se retirer de la course dans un premier temps, parce que c'est la seule chose qui va garantir la paix en Côte d'Ivoire. M. Ouattara se retire de la course, la révision de la liste électorale est faite, les candidatures sont redéposées et les Ivoiriens vont voter sur l'ensemble du territoire et le meilleur gagne. Parce que M. Ouattara a fait 3 mandats, c'est largement suffisant. Tout simplement parce que lui-même, il a dit en 2019 que ce n'est pas la personne qui gagne et que Amadou allait battre les gens parce que c'est le programme. Et donc, si M. Ouattara n'est pas candidat, son programme peut gagner. Et s'il force à être candidat, cela sous-entend qu'il n'a donc pas de programme, mais il veut gagner par sa personne parce qu'il est sur la scène politique ivoirienne depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, nous ne connaissons pas le programme du RHDP, ce qui est malheureux. Et donc, si le RHDP s'obstine à être candidat, alors nous n'aurons pas d'autre choix que d'user des moyens qui s'offrent à nous, afin que nous fassions quitter de gré ou de force ce régime de forfaiture. Parce qu'aujourd'hui, tous les fils et filles de Côte d'Ivoire qui prennent la parole pour parler de la politique, vous avez les parents qui vont leur dire affaire de politique, enfant, de ta bouche dedans. Affaire de politique, enfant, de ta bouche dedans. Or, si c'était le cas, ces doyens n'auraient pas fait la politique. La politique, en réalité, n'est pas un danger. La politique, c'est un jeu. Et c'est celui qui arrive donc à comprendre comment fonctionne la politique qui parvient à convaincre le maximum de personnes pour que celui-ci soit leur leader et non régné par la peur et par les âmes. Ce que nous reprochons donc au régime Ouattara. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme je le disais, si vous prenez la parole et que vous défendez votre opinion politique, si vous êtes de l'opposition, peu importe qui vous êtes, si ce que vous avez dit dérange, on va vous arrêter et vous mettre en prison, même si vous êtes protégé par une immunité. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas continuer dans ce boycott, dans, je veux dire, cette manipulation ou interprétation biaisée des textes et lois. Non. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, un ministre a osé tenir des propos tribaux. Mais ce monsieur n'a pas été inquiété. Tant que nous allons continuer dans ce genre de choses, des décisions arbitraires, une gestion arbitraire dans le népotisme, la Côte d'Ivoire ne va pas avancer. Mais au contraire, elle va reculer et les gens n'auront d'autre choix que de façon arrogante de dire qu'ils ont mieux fait que Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a construit ce pays et il a dit que le dialogue est l'âme des forts et qu'on a beau faire une guerre, on finit toujours par dialoguer. Le RDR, en refusant d'écouter ou de s'inspirer de ces propos du père fondateur, dit ainsi sa position du non-oufouettisme, ce qui est contraire à leurs propos qu'ils clament tout le temps. Ils disent qu'ils sont oufouettistes, donc il leur revient de droit d'épouser la déontologie ou la logique du fondateur, du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Parce que même le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a permis à M. Gbagbo d'avoir son parti politique. Il n'était pas obligé. Et donc, il revient à M. Ouattara
de coûter le peuple de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, dans sa majorité, veut participer à des élections inclusives où il n'y a pas de mort. Depuis son accession dans la scène politique ivoirienne, il y a toujours eu de morts. À un moment, ça suffit. Lui seul, il ne peut pas être la cause de mort de milliers de personnes. En 2010, M. Laurent Gbagbo a été conduit devant la Cour pénale internationale pour ces histoires de mort. Il en est sorti blanchi. Mais jusque-là, on n'a pas encore les coupables. Je vous avais dit en entrée de jeu que des rebelles ont attaqué ce pays. M. Ouattara a promis faire la lumière sur leur cas. Ça n'a pas été fait. Il revient à M. Ouattara de se retirer de la scène politique parce qu'il a échoué sur beaucoup de points, notamment la cohésion sociale et surtout sur la réparation des dommages qu'a causé la rébellion qu'il a soutenue. Parce qu'il faut le dire, c'est cette rébellion qui a soutenu M. Ouattara pour qu'il en soit là où il est aujourd'hui. S'il n'y avait pas la rébellion, il n'allait pas avoir les accords de Makoussi et M. Ouattara n'allait pas être candidat parce que lui, il avait des problèmes donc de nationalité au vu des nationalités qui s'étaient prévalues par le passé. Il revient donc à M. Ouattara d'être sage et de sortir par la grande porte. Parce qu'en voulant forcer, il va sortir par la petite porte et cette fin-là ne sera pas très heureuse pour lui. Nous avons connu des dictateurs sur ce continent qui ont voulu forcer et on sait comment ils ont fini. Nous ne souhaitons pas la même chose pour M. Ouattara. C'est pour ça que nous l'appelons donc à la sagesse et surtout au dialogue. Je vous remercie. Docteur, certainement, tu auras une proposition différente de celle de Marcelin, mais qu'est-ce que tu proposes pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas sombrer? Si, je pense que la Côte d'Ivoire reste une et indivisible. Hein. Les hommes passent, mais le pays restera toujours le pays. Même le père fondateur Fort-Boigny est passé. La Côte d'Ivoire est restée la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que moi je peux recommander à tout un chacun, parce que là, je vois que les discours aussi se musclent. Tout ce que moi je peux dire aux gens, c'est de savoir vraiment raison garder, parce que de toute façon, on peut avoir, on peut avoir peut-être, on peut penser avoir le monopole de la violence, mais cette violence-là, tout le monde peut en faire usage, hein? Tout le monde peut en faire usage. Tout le monde peut menacer l'autre, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire reste une indivisible et malgré tout ce qui va se passer, moi je pense que on finira par penser ces plaies-là. Donc pourquoi ne pas essayer de les éviter que de les faire et puis de venir les penser plus tard. Ce serait déjà tard. Donc c'est ma proposition. Moi je pense que de toute façon, adviendra ce qu'il pourra, mais faisons tout pour préserver cette paix-là. Oui, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la paix. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire. Merci. Voilà, merci, docteur Oussou Kwame Rémy. Je rappelle que vous êtes militant du RHDP, un cadre du parti. Alors, nous allons donner la possibilité maintenant à notre observateur indépendant, M. Marius Bly, de nous faire sa proposition de sortie de crise, si on peut appeler ça comme ça, mais une proposition qui pourra peut-être nous empêcher d'entrer dans une crise aussi grave. Marius, ce sera ton dernier mot. Oui, merci. Je voulais dire merci à tous pour ces échanges, mais je voulais qu'on retienne un élément fondamental. L'élément fondamental qu'on doit retenir, c'est que nous avons une constitution et quand cette constitution nous dit que nous devons aller aux élections en octobre, le respect de la date du scrutin est important pour nous éviter de rentrer dans une vacance de pouvoir et gérer une crise.
C'est pourquoi nous voulons inviter tous les Ivoiriens et tous les acteurs politiques à participer à ces élections. À ceux qui n'ont pas été retenus, nous voulons les inviter à s'inscrire dans le jeu démocratique en participant à ces élections, soit en donnant leur voix à un candidat qui a été retenu, ou en ayant la possibilité même de s'abstenir tranquillement, mais se préparer pour revenir aux prochaines séances. J'ai entendu dire qu'il y aurait une rébellion qui aurait soutenu le président Ouattara pour qu'il soit là. Mais si j'ai bonne mémoire, en 2010, le président Ouattara a été soutenu par le PDCI, qui a gagné les élections avec lui en 2010, au deuxième tour. J'ai entendu dire également... Monsieur le journaliste, je ne peux pas accepter que le monsieur dise ça parce que je suis militant PDCI. Je ne peux pas accepter qu'il dise que le PDCI est un parti rebelle. Le PDCI n'a jamais soutenu M. Ouattara. Le PDCI était une coalition qu'on appelle le RHDP pour le second tour. Et donc, le RHDP a proposé un candidat et non soutenu M. Ouattara en tant que truc. On connaît ceux qui ont soutenu M. Ouattara, donc je ne peux pas accepter qu'il rectifie ça. Bon, il faut lui demander où il a enlevé ça. Comme vous dites que c'est une émission enregistrée, j'espère qu'après, on va sortir les enregistrements. Donc, il nous dit où il a enlevé ça. Maintenant, s'il est rebelle, bon, ça, c'est lui qui nous le dit. Nous, parce que j'ai dit que M. Ouattara a promis, M. Ouattara a promis aux Ivoiriens de faire la lumière sur la rébellion. Et cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on identifie ceux qui hier ont parlé publiquement de la rébellion qui officient dans l'armée régulière. Est-ce qu'une fois dans la vie de ce au PDCI, ils peuvent apprendre à écouter quand ils parlent, quand quelqu'un d'autre parle? Non, mais il ne faut pas faire les trucs comme ça. Imposer leur vision. Non, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire ça. La démocratie écoute le avant de parler. RHDP était une coalition. Donc, c'est la coalition. Il faut dire que dans le RHDP, il y avait donc le fait que le candidat qui passait au second tour, tout le reste le soutenait. C'est tout. Il faut dire les choses comme ça. Donc, ce n'est pas le PDCI, c'est le RHDP. Il ne faut pas dire que le PDCI a soutenu parce que dans le RHDP, il n'y avait pas que le PDCI. Je sais que le président Bédié a soutenu en 2010. Le président Bédié, président du PDCI, a appelé le PDCI à voter le président Ouattara en 2010. Je sais également qu'il a invité le même parti à l'accompagner en 2015. Je ne sais pas de quoi on me parle. Donc, moi, je ne rentre pas dans ces considérations. C'est pourquoi il dit, vous les hommes politiques, quand vous posez vos actes, n'oubliez pas que nous, on est là, puis on note. Et comme nous, on note, forcément, on va en parler un jour, et puis ça vous gêne. Vous faites comme si, non, on n'était pas ensemble. Vous étiez eux, nous, on vous connaît. Vous étiez avec eux. Pas parce que ceux qui disent que, nous qui parlons aujourd'hui, c'est parce qu'on mange. Ah, donc, vous, à se ressaisir, à éviter de parler des gens qui ne connaissent pas. Nous qui parlons, nous parlons parce que nous sommes dans un État dans lequel il y a des institutions. L'État dans lequel il y a des institutions, on respecte le verdict de ces institutions. C'est ce que nous disons. Et puis, j'ai pris l'exemple du bac, je reviens dessus comme conclusion. Quand on est candidat au bac et qu'on échoue, on va étudier pour revenir. Allez-y étudier les écoles. Au lieu d'aller chercher à déchirer les PV, comme on appelle, ce qu'il y a à faire, même si il y a eu coup, il n'y a pas eu coup, le bac a été donné, les résultats ont été donnés. Vous êtes venu ou pas, c'est qu'on retient, c'est que les résultats ont été donnés. Allez étudier et revenir. Pour l'heure, nous, on prend la liste des candidats qui ont été retenus et puis on regarde leur attitude et puis on espère que cela va nous servir une démocratie. Voilà ce que nous disons aux Ivoiriens. À part ça, tout ce qui se dit est de l'aigreur. Oh, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les participants
docteur Oussou Kwame Rémy, mon frère Marcelin Kofi du PDCI RDA et Marius Bly de la société civile défenseur des droits de l'homme qui était ici en tant qu'observateur indépendant. Alors, amis internautes, merci aussi de nous avoir suivis. Et ne manquez pas de partager massivement cette vidéo, de laisser vos avis. Et voilà, c'est cela. Prions pour la Côte d'Ivoire parce que la guerre ne tripe pas. Les armes de guerre ne tripent pas. Et malheureusement, lorsqu'il y a la guerre, c'est ceux qui n'ont rien eu de la politique qui en subissent le lourd tribut. Si nous devons avoir une arme, que ce soit l'arme de la paix. Que Dieu nous bénisse.